Cette jeune fille harcelée par les photographes, heureuse malgré tout, s'appelle Elisabeth Chenevier. Elle a 21 ans. Pendant 5 jours et 5 nuits, elle vient de vivre une aventure dramatique qui, grâce aux policiers, grâce aussi à la discrétion des journalistes français, s'est heureusement terminée. Il s'agit d'un enlèvement. Depuis le début de la semaine, les journalistes français étaient au courant de cette affaire, mais ils s'étaient engagés à respecter le silence, de façon que cette jeune fille ne court pas le moindre risque. Les ravisseurs d'Elisabeth, de cette manière, n'ont pas pu bénéficier, disons, d'une certaine publicité, de la publicité qu'ils attendaient en tout cas. La rançon a été versée et la jeune fille, saine et sauve, a maintenant retrouvé sa famille. Son père, il faut le dire, est le président directeur général de la société pétrolière BP, c'est important à savoir tout de même, et la rançon demandée était initialement de 500 millions d'anciens francs. Finalement, les ravisseurs ont accepté de relâcher Elisabeth Chenevier contre 500 000 francs, c'est-à-dire 50 millions d'anciens francs. Le plus frappant peut-être dans cette affaire, c'est justement cette sorte de pacte du silence qui a été respecté pendant 5 jours. Cela n'avait pas toujours été le cas en ce genre de circonstances. Cette fois-ci, la discrétion de tous ceux qui étaient au courant de l'affaire a permis de retrouver en bonne santé la jeune fille qui avait été enlevée. Reste bien sûr à retrouver maintenant les ravisseurs. Le commissaire Poisblanc dirige l'enquête et il faut rappeler, je crois que jusqu'à présent, au cours de ces dernières années, ce genre de méfait n'est jamais resté impuni. Depuis le début de la semaine, les reporters d'Information Première suivaient donc cette affaire, sans vous en parler, tour à tour Michel Toulouse, Guy Sartoulet, Jacques Ségui, Stéphane Paoli et Claude Guénière. Je vous propose de revivre maintenant un petit peu le film de cet enlèvement exceptionnel qui, semble-t-il, est véritablement l'œuvre de spécialistes et qui a été préparé, disons, très minutieusement. Au départ de l'affaire, il y a un télégramme qui était celui-ci. Je vous propose de regarder, et je vous le lis, ou du moins je vous en lis un petit passage. La préfecture de police demande instamment à toute la presse écrite et parlée et télévisée de bien vouloir appliquer dès maintenant une stricte consigne de silence sur une délicate enquête consécutive à un enlèvement avec demande de rançon. C'est tout ce qu'on savait et c'était au début de la semaine. Et puis finalement, Guy Sartoulet, très rapidement, on a appris qu'il s'agissait d'un enlèvement, bien sûr, et qu'il s'agissait d'une jeune fille de 21 ans, et que c'était la fille du président de chez BP en France. Oui, c'est exact, et si vous voulez, nous allons voir les faits, les événements. Nous avons d'abord rencontré le directeur de l'école de psychologie, où elle est étudiante. Lorsque cette jeune fille a disparu, où se trouvait-elle? Nous savons que la dernière chose qu'elle ait faite à l'Institut catholique, c'est qu'elle est allée à la Faluche, une répétition de la chorale universitaire, et qu'elle est sortie entre 10h30 et 11h. Mais nous n'étions pas au courant, ça ne dépend plus d'école, ce sont les activités universitaires des élèves. Est-ce qu'elle avait quelque appréhension le soir quand elle rentrait tard? Elle avait peur, oui. Quelquefois, oui. En particulier, elle mettait sa voiture dans un garage au 2e sous-sol, paraît-il. Et elle n'était pas tranquille. Il lui arrivait de laisser sa voiture dans la rue plutôt que de la descendre au garage. D'après ce que nous ont raconté certains de ses camarades. Ce soir-là, elle range sa voiture dans le 2e sous-sol du parking, un parking assez désert, surtout à 11h du soir. Là, 2 hommes l'attendent. L'un la coiffe d'un morceau de tissu, la fait monter dans une voiture, l'oblige à se coucher et met une couverture sur elle. Elle est emmenée vers une destination inconnue. Elle a sur les yeux un foulard et des lunettes noires, recouverte de sparadrap. Elle n'a pas été brutalisée. Sa sœur Monique l'attend toute la nuit, car elle partage avec elle un appartement rue Gentilly. Elle s'inquiète d'autant plus qu'elle devait dîner ensemble et qu'elle est d'ordinaire très ponctuelle. Quelle sorte de jeune fille c'était? Oh, c'était le modèle de la jeune fille équilibrée. Elle avait bien les pieds sur terre, sérieuse, travailleuse, ayant toujours donné satisfaction, obtenant de bons résultats. Elle savait ce qu'elle voulait. Ce n'était pas la fille qu'on puisse intimider facilement ou autre chose. Était-elle appréciée de ses amis? Oui, elle avait été élue vice-présidente de l'association des élèves et elle s'en occupait activement. Enfin, elle faisait ça très régulièrement, avec beaucoup de méthodes. Elle était connue de tous, plus liée avec certains, mais enfin, ça faisait 3 ans tout de même qu'elle était à l'école avec les mêmes étudiants. Elle était très appréciée? Oui, oui. Parce qu'elle ne faisait pas de bruit, très réservé, mais très solide.
Elisabeth est élève en 3e année de la section psychologie de l'Institut catholique, rue d'Assas. C'est une bonne élève, une jeune fille très appréciée par ses amis. Je suis dans la même école qu'Elisabeth. Je peux vous dire que c'est une jeune fille qui est très appréciée par tous, qui a énormément de contact avec tout le monde. Deuxième jour, mardi. Sa sœur Monique l'attend vainement. Toute la nuit, elle descend au sous-sol où se trouve le parking, où elle trouve la 4L avec les clés sur le tableau de bord. Elle appelle sa mère à Chatou qui prévient M. Chenevier. Ce n'est qu'à 13h30 que celui-ci découvre dans la boîte aux lettres une lettre écrite en caractère d'imprimerie, puis photocopiée. Les ravisseurs demandent le silence le plus complet et donnent à M. Chenevier des consignes strictes, ni police, ni presse. M. Chenevier est contacté dans la journée, les ravisseurs lui indiquent les conditions, une rançon de 500 millions anciens. Mercredi matin, 8h, nouveau coup de téléphone. On lui demande s'il a réuni la somme. 13h, coup de téléphone, M. Chenevier dit au ravisseur qu'il ne peut disposer que de 50 millions anciens francs. Jeudi, 17h, M. Chenevier reçoit un pneumatique. Quelques instants plus tard, il quitte son domicile et se rend à Montparnasse, près du cinéma Bretagne. Au poste téléphonique près de la station de taxi, on lui donne une nouvelle destination et il prend le métro à Glacière. Il descend à Nation. Il descend à Nation, se dirige vers une autre station de taxi. Nouveau coup de téléphone, il reprend le métro et descend à la station de Bel-Air. Il sort, marche dans la rue, une voiture blanche surgit, la porte s'ouvre et M. Chenevier, la valise contenant les billets jette la valise contenant les billets dans la voiture. Celle-ci repart et réussit à semer la police. Tout cela s'est passé très vite. Le suspense a évidemment augmenté entre le moment où la rançon a été remise et la libération de la jeune fille. Il s'est écoulé environ 24 heures. M. Chenevier attendait au domicile de sa fille. Est-ce que vous pensez que ce soir, il puisse y avoir quelque chose? Je ne pense rien, je ne sais rien. Bon, est-ce que vous ne savez pas si votre fille a été retrouvée? Je ne pense rien, je ne sais rien. M. Chenevier avait reçu le vendredi matin un nouvel appel. L'interlocuteur disait « Nous avons la rançon, votre fille est en bonne santé, nous vous rappellerons ce soir à minuit ». En fait, c'est Elisabeth qui téléphonait le soir pour prévenir son père qu'elle était libre et qu'elle prenait un taxi. Vous allez voir, il est maintenant 23h30. Pas trop fatigué? Ça va? Bon, regardez, restez là. Prends des photos, attends, Restez là. 2 minutes qu'ils prennent des photos et puis... Bon, c'est rien à dire, hein. Vous restez là. Elle montait vers les buts de Chaumont et elle m'a appelé, puis je l'ai prise en charge. Oui, elle avait l'air calme? Très calme, très calme, très calme. Très calme comme une personne. Puis elle m'a dit de l'amener à côté de la place d'Italie. Vous avez dû être surpris quand vous avez... Très. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit pendant le trajet? On n'a pas échangé de parole. Elisabeth est donc libre, et je pense que son premier souci, Stéphane Paoli, à ce moment-là, c'est de retrouver sa famille, non? C'est ça, c'est de rentrer chez elle à Château, où nous étions d'ailleurs avec une équipe de télévision, avec Alain Festine comme opérateur. Et bien sûr, dans une atmosphère un peu tendue, alors elle est arrivée, et avant même qu'elle arrive, nous avons interviewé sa mère au moment où la mère d'Elisabeth vient d'apprendre que sa fille a été libérée, et elle arrive chez elle. Elle attendait. Elle attendait. Vous venez d'apprendre que votre fille a été libérée. Dans quelles conditions a-t-elle été libérée? Elle est arrivée en taxi chez elle. Avez-vous été à un moment quelconque en contact avec service? Moi, jamais. Et d'autres personnes de votre entourage? Ça, pas moi. C'est tout ce que je peux vous dire. Si on avait été en contact, je pense que ça aurait été autrement. Vous savez bien qu'il a fallu quand même qu'il y ait des relations avec mon mari. Y a-t-il eu une demande de rançon? Ça n'est pas moi qui dois vous répondre, monsieur. Je vous ai dit que mon mari ferait une déclaration. Moi, j'étais ici. Moi, j'étais ici, je n'ai rien d'autre à vous dire. S'il vous plaît, madame. Madame, vous avez pu parler avec elle?
Je n'ai pas demandé puisqu'elle va venir. J'aurai le temps. Elle est en bonne santé. Il semble. Il semble. Je n'ai pas posé la question non plus, mais mon mari ne m'a pas dit qu'elle était malheureuse. Elle est arrivée toute seule. Elle ne semble pas avoir été éprouvée par cette épreuve. Ah, je ne l'ai pas vue, je vous le dirai après. Je ne sais pas, demain. Effectivement, Elisabeth va venir, elle arrive même. Une chose à noter, elle est étonnamment calme et maîtresse d'elle-même. Laissez partir là. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions et comment vous avez été libérée? On m'a laissé dans Paris et avec un peu d'argent. Et on m'a dit de prendre un taxi qui se situait à 50 mètres de là et de rentrer chez moi. Et qu'on préviendrait par téléphone que je rentrais. Vous dites on, est-ce que vous pouvez dire à peu près de... La personne qui m'accompagnait. Elle était seule? Il y avait deux personnes dans la voiture, mais en face, il y avait quelqu'un qui conduisait, et puis cette personne qui m'accompagnait, il y avait peut-être quelqu'un d'autre à côté, je serais incapable de vous le dire. Ça, c'était lundi soir. Alors, lundi soir... Non, c'était ce soir. Bon, lundi soir, au début de l'affaire, vous montez dans une voiture, comment ça s'est passé? Je sortais de ma voiture au parking, en sous-sol, et je suis interpellée par un homme qui me couvre tout de suite d'une couverture, fait de son bras, d'une couverture, et qui m'ordonne le silence. Vous l'avez vu à ce moment-là? Je l'ai à peine entrevu. Il était grand? Vous pouvez en donner un signalement? J'étais tellement surprise, vous savez, que j'ai même pas eu le temps de repérer. Vous montez dans une voiture et vous allez où? Loin? Oh, je sais pas. On a roulé, aucune notion de distance ni de temps, je suis bien incapable de vous en donner. Vous êtes sorti de Paris, d'après vous? Oh, j'en sais rien, ça. Vous étiez dans une maison ou un appartement? Sans doute un appartement. Est-ce que vous avez été bien traité? Très bien, tout ce que je voulais. Très grande gentillesse pour tout ce que je demandais. Vos journées se passaient comment, mademoiselle? J'étais allongée, et puis comme j'avais les yeux bandés tout le temps et que j'étais isolée du bruit qui pouvait se passer dans l'appartement, dès que je demandais quelque chose, on me le donnait. Dès que je demandais à être assise, on me mettait un oreiller dans le dos et je m'asseyais sur le lit, et puis après je me recouchais. On ne vous a jamais débandé les yeux? Jamais. Sauf ce soir. Vous aviez des contacts avec l'extérieur? Non, aucun. Pas de radio, pas de lecture? Non, pratiquement rien. Est-ce que vous étiez au courant des tractations entre monsieur votre père et les ravisseurs? Je m'en doutais, mais ils m'en ont jamais parlé. Est-ce que vous connaissiez le montant de la rançon? Non. Est-ce que vous saviez qu'une rançon avait été demandée? Bon, je m'en doutais quand même parce que... Est-ce que vous pouvez trouver éventuellement une explication à cette affaire? Ah non, alors pas du tout. Là, je suis bien incapable. Est-ce que cette explication, on peut la demander à votre père? Oui, mais il est dans la même situation que sa fille. Je ne vois aucun motif autre que le fait que mes fonctions me confèrent une certaine notoriété. Vous avez des fonctions très importantes dans une je suis président d'une société pétrolière, je m'occupe d'un certain nombre de choses diverses, je fais des conférences à droite et à gauche. Le premier montant de la rançon avait été fixé à 500 millions d'anciens francs. Comment avez-vous pu le ramener à 50 millions? J'ai dit que 500 millions c'était complètement absurde, que jamais j'étais capable de réunir une somme pareille. Ce soir, 2 h du matin à Château, une famille heureuse. Merci. Merci. Merci, monsieur. Première phase terminée, vous avez pu la vivre grâce à tous nos reporters, je vous citais tout à l'heure, grâce aussi à nos opérateurs, Patrice Destrade en particulier. Première phase terminée, au moment où vous voyez à l'instant Elisabeth répondre aux questions de nos reporters, eh bien il y avait une conférence de presse qui faisait un premier point, un premier bilan, et une conférence de presse tenue par le commissaire Poisblanc. Bien entendu, dès le moment où M. Chenevier a informé les services de police, une enquête a débuté et s'est déroulé un processus devenu assez classique en la matière, malgré les difficultés, et un certain nombre de renseignements sont donc maintenant en notre possession. Il est bien évident que je ne puis pas en dire plus à ce sujet, puisque notre enquête va se continuer d'une façon beaucoup plus ouverte maintenant que mademoiselle Chenevier est rentrée. Y a-t-il des pistes actuellement? Ça, de toute façon, les éléments d'enquête actuellement en notre possession sont exploités évidemment de la façon la plus discrète possible. Les billets, étaient-ce des billets de 50 000, de 1000, de 10 000? Quelles étaient les coupures de billets? La rançon a été versée en billets de 100 francs.
Et inutile de dire, bien sûr, que les numéros de ces billets ont été relevés très soigneusement par les policiers. Voilà donc, si vous le voulez, le film de cette affaire. Il a fallu une nouvelle fois refaire le point ce matin. On en était un peu au bilan et aux explications. Une conférence de presse à laquelle assistait Jacques Séguy et où on a retrouvé surtout, et où il a retrouvé surtout un peu au calme toute la famille Est-ce qu'il y a de la Chenevier. violence pour vous une nouvelle fois? C'est lié à tous ces phénomènes de violence qui s'étalent périodiquement et qui constitue incontestablement un des péchés de notre époque. Il faut espérer que, sous l'influence de divers facteurs, on reviendra à des conceptions plus saines de l'existence. Elisabeth, vous allez rentrer à l'Institut catholique dès lundi ou vous allez vous reposer? Oh, je pense que je reprendrai mes cours dans le milieu de la semaine. De toute façon, il faut maintenant que je reprenne. Tu as des examens, ça? J'ai des examens et ça n'attend pas. Psychologie? Oui. Je fais j'ai encore 1 an d'études. Je travaille actuellement dans un centre d'enfants inadaptés, en stage. Je trouve que c'est très passionnant. Et il n'y a pas de raison que je m'arrête comme ça, 15 jours. À l'image de la famille, de vos familiers, vous êtes resté calme pendant ces 4 jours? Oh, moi, de toute façon, j'étais très calme pendant les 4 jours. C'est maintenant que je le ressens. Peut-être ça peut les énerver aussi, parce que je serais très énervée. Bon, enfin, ça va se détendre. Un week-end prévu, des projets pour ce week-end en perspective ou... Oh, ben non, rien de particulier. Le repos à Chatou? Oui, Chatou me comble avec un jardin merveilleux. Si j'ai envie de me reposer un peu, je ferai un peu de footing et puis ça ira très bien. Avec les 8 frères et sœurs peut-être, Madame Chenevier? Non, la famille ne peut pas être complètement réunie à Chatou, mais tous les Parisiens seront réunis demain. Toute la famille parisienne? Et c'est ça. Un joli sourire et le retour, disons, à la sérénité. Voilà toute l'histoire d'Elisabeth. Il est peut-être probable que d'ores et déjà les policiers sont sur la piste des ravisseurs. C'est tout de même une affaire exceptionnelle. Depuis 10 ans, il y a eu bien sûr beaucoup d'enlèvements d'enfants, par exemple. 25 rapts, en fait, depuis celui d'Éric Peugeot. C'était, vous en souvenez peut-être, le 10 avril 1960. En revanche, des adultes ont été, disons, rarement touchés par ce genre d'agression. 2 affaires seulement pendant cette même période. Il y a eu l'enlèvement de Madame Dassault. Il y a également une affaire de ce genre à l'encontre de la famille Rothschild, et cela c'était en 1969. Et puis je vous le rappelle encore une fois, les auteurs de ces enlèvements jusqu'à présent ne sont jamais restés impunis. Je vous propose maintenant de revenir au reste de l'actualité en France. On retrouve l'agitation sociale d'ailleurs, et quelquefois une certaine nervosité à la veille maintenant des élections municipales, du premier tour en tout cas des élections municipales. Cela était le cas notamment à Libourne, où Gérard Nicou, le leader du Sidunati, était venu hier soir porter la contradiction à M. Robert Boulin, le ministre de la Santé. On pouvait penser qu'il s'agirait simplement d'une bataille de discours. En fait, cela a été l'occasion d'un certain nombre d'incidents et les forces de l'ordre ont dû intervenir. Vous voyez ces pneus sur les routes qui servent généralement à allumer des incendies. Il y a eu des barrages, des barricades qui ont été construites sur la nationale 670. Les CRS ont dû intervenir pour détruire les unes après les autres ces barricades. On a lancé, bien sûr, on a échangé des grenades lacrymogènes. Les manifestants ont incendié également un camion militaire. En France encore, le duel à armes égales d'hier soir, sur la première chaîne, entre Sicomande Solt, vous le savez, le président de la commission de l'agriculture du marché commun, et Lucien Bizet, le président de la section de l'agriculture du Conseil économique et social. Un débat assez technique, il fallait un peu s'y attendre. Le thème était l'agriculture dans la société industrielle. Au fil des semaines, depuis quelques temps, nous avons l'occasion de vous parler d'une certaine agitation dans les lycées français. Après bien d'autres villes, ce sont maintenant les lycéens de Grenoble qui font parler d'eux, à tel point qu'une forte proportion d'établissements de cette ville ont dû fermer leurs portes. Je vous propose d'ailleurs un reportage à ce sujet de notre station de Grenoble, nos camarades également de Lyon, sur ces lycées qui ont dû fermer leurs portes. Une proportion de 4 sur 8 environ dans la ville de Grenoble. Depuis 12 heures aujourd'hui, 4 lycées grenoblois sont fermés de par la décision du recteur M. Maurice Niveau à la suite de la grève des cours déclenchée par les lycéens et des incidents qui se sont déroulés dans les établissements. Les lycéens demandent l'amélioration des conditions de vie et d'hébergement dans les lycées. La décision de fermeture touche 5000 élèves. Le recteur Niveau entend ainsi faire stopper les désordres. Est-ce que cette fermeture va durer longtemps? Je ne le sais pas, cela dépend des intéressés. Je tiens à faire remarquer que la notion de grève pour des élèves me paraît très curieuse. À la vérité, ce sont des usagers d'un service public, celui de l'éducation nationale. Si, pour des raisons diverses, ils ne veulent pas bénéficier du service public, ils n'ont qu'à rester chez eux. Ils n'ont absolument pas le droit, et cela est inadmissible,
qu'il puisse désorganiser un service public, c'est-à-dire le fonctionnement d'un grand établissement ou d'un établissement de taille moyenne. Les lycéens resteront donc chez eux à partir de lundi. Les syndicats se déclarent opposés à cette mesure du rectorat, ainsi que les fédérations de parents d'élèves. De leur côté, les lycéens vont se consulter pour la poursuite ou l'arrêt de leur mouvement, mais pour l'instant, c'est le statu quo. La solution appartient aux lycéens qui ont reçu l'assurance que leurs revendications légitimes recevraient une suite favorable. Avant de refermer ce dossier de l'actualité française, un mot quand même du conflit dans les compagnies aériennes. Il est possible, il se pourrait en tout cas, que certains vols soient envisageables dans les heures ou peut-être les journées à venir. En effet, les compagnies proposent une reprise du travail aux navigants qui sont, eux, d'accord avec les dernières propositions. Un chiffre indicatif tout de même à ce sujet, 28% des membres d'équipage se sont déclarés favorables justement à l'ensemble des propositions de la direction de ces trois compagnies. Sur la scène internationale, à noter surtout la situation en Turquie. Sous la pression de l'armée, le gouvernement turc a donné sa démission hier, vous le savez. Les militaires, depuis hier midi, étaient en état d'alerte. Ils menaçaient de prendre le pouvoir si un gouvernement n'était pas constitué, un nouveau gouvernement fort, disaient les militaires, si ce gouvernement n'était pas constitué dans les plus brefs délais. En tout cas, pour l'instant, le calme est absolu à Ankara. L'actualité sportive, Patrick Chappuis, on parle rugby d'abord. Oui, un match de rugby à 15 intéressant que nous pourrons suivre tout à l'heure en direct à partir de 14h55. C'est le match qui va opposer le Pays de Galles à l'Irlande. Pourquoi ce match est-il intéressant? Eh bien parce que le Pays de Galles est le prochain adversaire des Français, adversaire que nous rencontrerons le 27 mars à Colombes. En ski, eh bien, Duvillard a laissé échapper définitivement maintenant la Coupe du Monde. En effet, ce matin à Auray, il a heurté un piquet de slalom et c'est Gustavo Toni certainement maintenant qui va remporter cette coupe. Le classement tout de même de ce matin: David Zwilling, autrichien de 21 ans, premier. Deuxième, Gustavo Toni. Troisième, Alain Pence. Duvillard est à 2 secondes. Paris-Nice maintenant? Oui, Paris-Nice, puisque Eddy Merckx survole vraiment cette course. Il a pris le départ ce matin avec 18 secondes d'avance sur Ocania. Donc Eddy Merckx, futur vainqueur, je ne sais pas, mais en tout cas... C'est plus drôle d'ailleurs. Très nettement supérieur dans cette affaire. Oui. En athlétisme. Alors pour finir, l'athlétisme, les championnats d'Europe en salle qui débutent dans quelques instants à 14h à Sofia en Bulgarie. 500 athlètes sont engagés qui représentent 23 nations. L'équipe de France est composée de 17 personnes et un capitaine, Pierre Colnard. Pierre Colnard qui, à 42 ans, ne désespère pas d'améliorer peut-être encore son record puisqu'il espère atteindre les 20 mètres. Il sera en tout cas l'une de nos meilleures chances de médaille dans ces championnats d'Europe. C'est Claude Mélieu qui l'a interrogé et nous vous présentons ce reportage maintenant. Je pense que nous allons le voir dans un petit instant. Un mot du tiercé d'ailleurs en attendant, un tiercé demain à Auteuil. Il y a 30 partants et cela ne s'est jamais vu d'ailleurs à Auteuil. On a dû battre le rappel de tous les jockeys valides en ce moment. Je peux vous communiquer quand même les noms de 3 jockeys qui n'étaient pas encore désignés. C'est Jean Berthaud qui vient bien sûr de me les signaler. Le numéro 15, Monte Solaro, sera monté par Serge Baessa. Le numéro 16, Franck Bourgeois, sera confié à Jean-Louis Dury et c'est Jean-Pierre Renard qui mènera le numéro 19, Ritoli. Selon Jean Berthaud, pas de favori imbattable, mais disons une base intéressante, c'est le numéro 7, Silax, qui devrait disputer l'arrivée. Un tiercé millionnaire peut-être en perspective. Oui, je disais que Pierre Colnard serait le capitaine de l'équipe de France tout à l'heure. Eh bien, Claude Mélieu l'a interrogé. Pierre Colnard qui sera l'une de nos meilleures chances. Il est à l'entraînement à l'INS. Vous allez voir, c'est un entraînement assez impressionnant. Pierre Colnard, une fois encore, vous êtes dans l'équipe de France d'athlétisme. Pour ces championnats d'Europe en salle à Sofia, quel est votre objectif? Disons que l'année dernière, j'ai fini 3e. J'espère faire aussi bien et éventuellement améliorer ma place. Vous vous améliorez encore chaque année? J'espère que ce sera vrai, oui. Dans cet hiver, vous avez battu votre record en salle? C'est exact, oui. Il est inférieur au record en plein air d'ailleurs, mais enfin, de peu maintenant. Une cinquantaine de centimètres. Briznik, qui sera certainement votre adversaire le plus dangereux, vous inquiète-t-il ou au contraire est-il une motivation pour l'entraînement forcené que vous poursuivez en ce moment? Disons que dans le concours qui va avoir lieu à Sofia, Briznik, pour moi, ne compte pas, parce qu'il est tellement supérieur que celui-là, j'y donne d'entrée la première place. C'est éventuellement avec les autres qu'on va essayer de faire quelque chose. Est-ce que Sofia est une étape vers Helsinki? Helsinki, c'est le championnat d'Europe. Ou bien est-ce que Sofia peut être l'occasion d'une forme passagère et excellente en ce moment?
Non, le problème, il n'est pas là. Disons qu'avec l'âge que j'ai maintenant, je ne peux plus me permettre de quel âge rester... avez-vous? J'ai plus de 42 ans. Disons que je ne peux pas me permettre de rester 2-3 mois sans rien faire, donc je suis obligé de continuer toujours un certain entraînement. Pas très intensif, mais toujours un entraînement qui est tout au moins pour garder les qualités que j'avais avant. Alors, sur cet entraînement, je vais faire Sofia comme j'ai fait les critériums d'hiver. Très décontracté. Dans le concours, non. Si je vais là-bas, c'est sans doute pour faire quelque chose. J'espère faire quelque chose. Maintenant, je suis décontracté. Quand je serai sur le plateau, sans doute pas. Quel est l'objectif de votre saison? Tout le monde parle de 20 mètres. Ça me plairait assez de faire, oui. Vous êtes à combien? Alors en salle, quel est votre record? 19,21. En plein air? 19,77. Troisième rendez-vous de la semaine en ce qui concerne la protection de la nature, c'est un rendez-vous dont nous avons pris l'habitude. Cette fois-ci, Philippe Poirot, qui nous vient de la station de Rennes. Il s'agit d'oiseaux encore. Oui, bien sûr, les oiseaux qui sont sur une des réserves de la Bretagne, il y en a 3, et il s'agit de l'île Rouzic. Et cette île Rouzic, par conséquent, reçoit de très nombreuses colonies d'oiseaux. Nous allons les voir grâce à un reportage de Christian Bars avec une prise de son de Jean-Claude Perrone. Au large de Perros-Guirec, les 7 îles constituent la plus ancienne des réserves bretonnes. Il est interdit d'y prendre pied car 60 000 oiseaux les habitent, y vivent et se perpétuent en paix. Des fous de bassan, des macareux, des goélands, des guillemots vivent à l'île Rouzic, libres et heureux. Seuls 2 hommes ont le droit d'y débarquer, le colonel Milon, gardien suprême des lieux, et Guy Duit, l'ami des oiseaux. Ils y viennent rarement pour surveiller les espèces, la nidification et l'éclosion des poussins. Et j'ai trouvé 2 nouvelles petites colonies de pétrels fulmars. Ils ne doivent pas encore avoir pondu, mais enfin ils fréquentent la colonie. Et alors, je crois vraiment que ça va être une extension très nette du pétrel fulmar. Avec celui que vous m'avez montré hier, j'ai pas pu le filmer, hélas. Plus ennuyeux, ce sont toujours les macareux, les guillemots et les pingouins. Ça, depuis la marée noire, terrible diminution. C'est bien votre avis? C'est vrai, oui. Oui. Mais on est étonné quand même quand on vient à Rouzic. Moi, j'étais pas venu depuis 4 ans. Et après l'histoire du Torrey Canyon, on est étonné de la propreté des alentours de l'île. Ah oui, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus de traces de mazout, heureusement. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Sur un